Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la suite de ce tour d'horizon des éoliennes. Aujourd'hui, on va prendre le large et plonger dans les coulisses de l'éolien en mer. Allez, on se jette à l'eau. D'accord Fred, mais n'oublie pas de te mouiller la nuque avant. T'inquiète pas la petite voix, on va y aller doucement. Alors déjà, rappelons que l'éolien en mer, ça fonctionne comme l'éolien sur Terre. L'énergie cinétique du vent est transformée en électricité par la rotation de l'hélice appelée rotor. Quand le vent souffle, il fait tourner les pales de l'éolienne qui vont à leur tour entraîner un générateur qui produira de l'électricité. On en a déjà parlé dans le détail dans une autre vidéo que je vous invite à regarder. Mais alors, c'est simplement une éolienne plantée au milieu de l'océan ? C'est un peu plus compliqué que ça. Même si tu as raison, au début, les éoliennes offshore, traduisées en mer, étaient des copies de leurs cousines terrestres. Mais avec le temps et les avancées technologiques, elles ont été adaptées au milieu marin. Elles ont développé une nageoire ? Presque, car c'est bien au niveau du pied de l'éolienne qu'il y a eu une importante évolution. La plupart des éoliennes en mer sont posées, autrement dit, enfoncées dans le fond marin, mais les conditions environnementales sont bien plus contraignantes que sur Terre. Elles sont donc conçues pour résister à la corrosion due au sel marin, aux tempêtes et à la force des masses d'eau qui se déplacent à leurs pieds. Ah bah oui, mais justement, il n'est pas recommandé d'avoir les pieds dans l'eau quand on joue avec l'électricité. Alors, comment l'éolienne arrive à combiner les deux ? Tu as parfaitement raison, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais ne t'en fais pas, tout est prévu. L'électricité produite par le générateur situé au sommet de l'éolienne, dans la nacelle, est acheminée vers la côte par des câbles sous-marins parfaitement étanches, enterrés ou posée au fond de l'eau. Elle est ensuite récupérée par un poste électrique à terre avant d'être injectée sur le réseau électrique national. Ah, j'ai une idée ! Puisqu'elles sont en mer, pourquoi ne pas les faire flotter ? Très bonne idée, mais les ingénieurs t'ont devancé. Actuellement, les éoliennes en mer posées représentent la quasi-totalité des énergies marines renouvelables dans le monde. Le problème, c'est qu'elles ont leurs limites. Elles sont destinées au fond marin de moins de 50 mètres. Au-delà de cette profondeur, il devient difficile et très coûteux de poser une éolienne. Donc l'avantage des éoliennes flottantes, c'est qu'elles peuvent être installées plus au large que leurs cousines posées, là où les fonds marins dépassent les 50 mètres. Un autre avantage, c'est qu'elles sont montées et assemblées à terre, puis remorquées en mer, où le flotteur est relié au fond marin par des lignes d'ancrage, exactement comme un bateau qui jette l'ancre. C'est plus simple que de faire des travaux en mer. Et puis enfin, en installant ces éoliennes plus au large, les vents sont plus forts et plus réguliers, ce qui permet donc de produire jusqu'à 60% d'électricité en plus que l'éolien terrestre. 60%, ah ouais, ça fait une grosse différence, hein. Effectivement. En plus, les éoliennes en mer sont plus grandes et plus puissantes. Par exemple, les éoliennes terrestres les plus récentes ont une puissance moyenne de 4,5 MW, ce qui permet d'alimenter environ 2000 foyers. En comparaison, la plus performante des éoliennes en mer a une puissance de 12 MW, alimentant ainsi plus de 10 000 foyers. Et elle est en France, à Saint-Nazaire. Mais alors, l'éolien terrestre est voué à disparaître ? Non, car éolien terrestre et marin sont complémentaires. Mais c'est vrai pour les pays à forte densité de population qui ont peu de sites terrestres disponibles et qui disposent d'un espace maritime côtier important et vanté, l'exploitation d'éoliennes en mer est un gros avantage. C'est d'ailleurs le cas de la France qui compte 4 façades maritimes en métropole, les côtes de la mer du Nord, de la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée. La France dispose ainsi de la 2e façade maritime d'Europe après le Royaume-Uni. Et par chance, en plus, elle est bien vantée. Et maintenant, si l'on considère nos territoires d'outre-mer, on compte plus de 19 000 km de côtes françaises.
De quoi développer de futurs projets d'éolien en mer. Évidemment, et c'est déjà le cas, l'objectif est d'atteindre une capacité installée d'éolien en mer posé et flottant de 2,4 gigawatts en 2023 et plus de 5 gigawatts en 2028, soit l'équivalent de la consommation de 4 millions de foyers. On peut déjà voir le développement de tels projets à Dunkerque, à Saint-Brieuc ou encore à Noirmoutier, pour ce qui est de l'éolien posé, tandis que les sites de Groix, Leucate et Faraman se préparent à accueillir des éoliennes flottantes. Et en plus, avec l'éolien en mer, il y a moins d'impact sur le paysage. Ah ça c'est une question de point de vue, mais c'est en effet généralement perçu de cette manière. Allez maintenant, j'ai entendu dire. Alors la petite voix, quelle question nous as-tu réservée cette semaine ? Bah voilà, l'éolien en mer c'est peut-être plus productif que l'éolien terrestre. Mais moi aussi, j'ai entendu dire que c'est beaucoup plus cher. Eh bien oui et non. D'ailleurs, la réponse est un peu dans ta question. C'est vrai que le développement et l'installation de l'éolien en mer coûtent sensiblement plus cher que l'éolien sur Terre. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il produit également jusqu'à 60% en plus d'électricité, ce qui a pour conséquence de diminuer le coût de l'électricité renouvelable. En somme, les calculs s'équilibrent. Par exemple, pour le projet de Dunkerque, le prix de l'électricité produite par le parc éolien sera de moins de 50 € par mégawattheure, ce qui est moins cher que beaucoup d'autres énergies non renouvelables. Donc tu as entendu dire ce que l'on appelle une idée reçue. Exactement. Allez, à bientôt pour la suite de nos aventures éoliennes. Ciao à tous.